Bonjour tout le monde, et comme tous les mois, je vous retrouve ici au Tiffany's avec un invité. Je ne sais pas comment je vais pouvoir le cataloguer parce qu'il fait tellement de choses et parfois dans des domaines où on ne va pas forcément attendre à voir ce genre d'individu. Aujourd'hui, je reçois Thomas Veillet et puis je vais le laisser se présenter parce que je ne vais pas y arriver avec tout ce que tu fais. Ah, ça c'est le piège. Alors, merci d'abord de m'avoir invité. C'est un peu le piège parce qu'en fait, je m'oublie chaque fois, je crois que je recalcule régulièrement, je dois être à 14 jobs ou fonctions différentes. Okay. Mais grosso modo, à la base, moi je suis un ancien financier. J'ai une boîte de gestion de fortune, mais j'ai aussi un site internet qui s'appelle investir.ch où j'écris des chroniques boursières tous les jours. En audio et en écrit. Je travaille également avec Swissquote et avec eux, j'ai leur chaîne YouTube que j'anime tous les matins pour parler finance aussi, qui s'appelle Morning Bull Live. Et il y a ça. Après, je travaille aussi pour une maison d'édition en France où je publie des rapports hebdomadaires, mensuels, des podcasts, une gestion, un portefeuille modèle. Et récemment, je suis en train de lancer une nouvelle chaîne YouTube aussi qui s'appelle Decode TV, qui va être lancée dans les prochaines semaines. Decode, code informatique, code… DKOD ouais. TV. Okay. Et puis récemment, j'ai écrit un bouquin, donc je suis en train d'être édité et publié maintenant par le groupe Talon Édition via Hachette. Et en plus, ils m'ont commandé un deuxième, donc je suis en train de bosser sur le deuxième. Ouais. Et on a 9. Je suis chroniqueur automobile, je suis chroniqueur boursier pour Bilan. Ouais. Donc je teste des voitures et j'écris des chroniques financières dans le magazine Bilan. Ouais. Je dois en oublier, mais en gros, c'est mes principales activités. Après, j'ai 2-3 clients spécifiques où je fais des présentations chez eux pour parler marché, etc. Je suis bien occupé. Okay. Je suis bien occupé, mais je serais incapable de dire… je discutais récemment avec un de mes enfants et il me disait moi je veux faire comme toi plus tard. Je ne sais pas ce que je suis en fait, de toute façon. Ouais. Le seul fil conducteur de tout ça, en fait, c'est la finance. À la base, oui, effectivement, qui a amené finalement à beaucoup de choses parce que qui m'aurait dit qu'en partant de la finance, je me retrouverais à tester des voitures ou écrire des romans. Être youtubeur. Oui, être youtubeur, bon, youtubeur dans la finance. Après, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, je me suis rendu compte que la finance m'a m'a appris un métier, si on veut bien, mais derrière, après, je l'ai transformé dans l'écriture. Et puis c'est là aussi où ça a ouvert des portes parce que je me suis pas trop mal débrouillé à l'écrit et j'ai la chance d'écrire très vite ou de synthétiser très vite. C'est-à-dire que quand j'ai une idée à raconter, je la pose sur la feuille et puis j'écris un article en 2 heures. En 2 heures, je suis gentil parce que là, récemment, j'ai écrit un article qu'on m'a commandé. J'ai mis 22 minutes pour écrire 3500 caractères. Okay. Et voilà. Donc, l'écriture a aussi amené… l'écriture plus la finance a amené tout le package derrière. Okay. Et puis l'envie après, tout simplement. Ouais. Habituellement, quand on entend chronique financière, tout ça, en fait, c'est super chiant. Ouais. Mais quand on te voit, quand on te connaît, en fait, c'est quoi la touche Thomas Veillet qui a permis tout le reste? C'est le fait que ce soit pas chiant. Non, en fait, le truc, c'est simple, c'est que tout est venu, en fait, si je reviens 18 ans en arrière, en fait, un matin, je lisais un rapport financier qui était publié suite à la publication des chiffres d'Intel. Et donc les rapports financiers, c'est un machin qui fait 25 pages, dont 15 pages de disclaimer pour dire c'est pas de notre faute à la fin. Et puis quand tu as fini de le lire dans ta journée de travail, comme c'est écrit en Arial 8, non seulement tu t'es flingué les yeux, mais en plus tu te souviens même plus ce que tu as lu au début et tu n'as toujours pas la réponse à savoir s'il faut acheter ou vendre. Ça, c'est un peu le résumé de tout ça. Donc je me suis dit, il doit y avoir un moyen de communiquer ce qui s'est passé un peu plus facilement. Donc en gros, la finance, c'est quoi? C'est soit tu achètes, soit tu vends. Donc est-ce qu'il faut acheter ou est-ce qu'il faut vendre? Donc moi, j'ai essayé de synthétiser ça. Et ensuite, j'ai essayé de mettre ma touche d'humour et puis de décaler la chose, de mettre la chose un peu plus simplement. Parce que je me suis aussi rendu compte que dans le domaine bancaire, en tout cas à l'époque où j'ai commencé, je trouve que ça n'a pas beaucoup changé, les gens ont tendance, les banquiers, ont tendance à raconter les choses en rajoutant plein de termes techniques pour faire croire que c'est vachement compliqué la finance aux clients. Donc, et moi je me suis dit en fait c'est pas compliqué, la finance c'est pile ou face, statistiquement ça marche une fois sur deux. Donc du coup il faut juste essayer de vulgariser les choses. Puis après c'est un travail de tous les jours. Au début je relisais il n'y a pas si longtemps des chroniques qui datent d'il y a 18 ans, je me disais mais c'était nullissime. Sauf qu'après, tu évolues, tu prends ton style, et puis voilà, après, c'est de l'inspiration. Voilà, moi, je suis un avide lecteur.
depuis des années et je suis un fan d'un certain humour français. Pour pas dire franchouillard. Faut pas dire franchouillard, mais je veux dire, moi je viens de Coluche, je viens des nuls, il y a des trucs pour moi c'est des inspirations, les nuls pour moi ils sont toujours là, Coluche est toujours là, donc après tu as des automatismes, hein, je veux dire, je reviens régulièrement dans certains de mes chroniques ou de mes articles, je ressors toujours, on s'autorise à penser dans les milieux autorisés qu'un accord secret pourrait être conclu. C'est exactement ça. Et bon, voilà, après c'est de l'inspiration, je m'inspire de ces gens-là, puis après ça a donné un style où je me suis accroché à ça. On m'a aussi vendu le fait que moi je déteste le côté costard-cravate, donc fini le costard-cravate et aujourd'hui je me suis retrouvé, je ne sais plus, il y a quelques temps dans une présentation où je suis venu en blazer et en chemise et les gens m'ont dit t'es malade. Donc c'est croché à un style et ça me va très bien. Ouais. Voilà. Okay. Qu'est-ce que tu penses toi qui as connu les belles années de la finance de Genève, qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? De Genève ou les belles années de la finance? Les deux, allez. Genève et les belles années de la finance. Alors si on commence par les années de la finance, les belles années de la finance, moi je suis rentré dans la finance. J'ai commencé à travailler dans une banque en 87, en septembre 87, dans un mois et demi avant le crash boursier de 87. Donc je suis pas absolument pour rien, on est bien d'accord. Mais donc j'ai commencé à ce moment-là. Et en fait, je me suis retrouvé au trading en 92 directement. Donc on avait la chance à l'époque de pouvoir le faire très jeune et on avait la chance de nous laisser faire. Il y avait des jobs qui étaient beaucoup plus intéressants que ce qu'on a aujourd'hui. Des vrais traders, on prenait vraiment du risque et on gérait l'argent de la banque. Donc ça c'était super intéressant. Mais déjà à cette époque-là, on me disait oui, t'es arrivé juste trop tard parce que les années 5-6 ans avant, c'était beaucoup plus drôle. Et puis, tout au long de ma carrière, j'ai eu l'impression que je suis arrivé trop tard. Alors aujourd'hui, on me dit, ouais, mais hier soir, j'avais encore une discussion, on me disait, ouais, mais de toute façon, les traders, c'est la coke, c'est machin. Et tout le monde a le loup de Wall Street dans la tête. Ouais. Alors, le loup de Wall Street, ça se passe en 85 et des poussières. Donc, en gros, j'étais pas là. Okay. Donc, les prostituées et la coke sur les fesses des prostituées, j'ai pas connu ça. Donc, à regret non, absolument pas regret. Mais ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que ça a énormément changé, mais je pense qu'à chaque génération, on se dit c'était mieux avant. Et alors moi, j'ai tendance à dire que c'était mieux avant. J'ai vécu une période dorée, parce qu'entre 91, 92 jusqu'à 2010, on s'est vraiment marré. On avait des jobs qui étaient géniaux, on avait des postes qui étaient hyper intéressants. Et je pense que si on me redonnait le poste que j'avais dans les années 95-96, j'y retournerais demain. Okay. Le seul problème, c'est qu'entre deux, le compliance a été inventé. Toutes ces boîtes type PricewaterhouseCoopers qui ont réinventé la finance pour te dire faites comme ça, c'est mieux, alors qu'en fait, c'est exactement la même chose. Que les subprimes, c'était des 3A. Voilà, c'est une catastrophe. Donc tout ça, ça a changé complètement le monde de la finance. Les lois, secret bancaire qui a disparu, franchement, il y a des choses qui étaient quand même beaucoup plus drôles que le secret bancaire, beaucoup plus facile. On était beaucoup plus libre. Aujourd'hui, il y a des objectifs. C'est devenu dur. Moi, quand j'ai quitté la banque en 2009, j'en pouvais plus. D'ailleurs, quand j'ai quitté mon dernier employeur, je me suis tellement fâché avec, je me suis grillé dans le marché parce que je voulais. C'était, on va dire, délibéré. À un moment donné, je veux pas revenir. Il faut que je me grille pour ne pas pouvoir revenir. Parce que ça avait trop changé. Moi, ça me convenait plus. Mais moi, ça me convenait plus. Donc, ça a bien changé. Je pense que quelqu'un qui rentre dans la finance aujourd'hui, il doit s'attendre à avoir quelque chose de très, très carré. Pas très respirant à mon sens, mais ça convient à certaines personnes. Moi, je pense que demain, tu me remets dans une banque, je fais un AVC dans la semaine. Voilà, mais c'est perso. On avait évoqué ton fils. Là, ton fils, il dit je veux aller dans la finance. Tu lui dis vas-y gamin ou surtout pas? Non, surtout pas. Enfin, surtout pas. Il faut jamais dire surtout pas, parce que je pense que chacun doit faire ce qu'il a envie de faire et comme il a envie de le faire. Donc je dirais à personne n'y va pas. Mais moi, je valorise beaucoup plus ce que j'ai appris après en tant qu'indépendant. L'aventure de tenter quelque chose est beaucoup plus excitante que d'aller faire de la finance. Mon fils aujourd'hui a créé sa propre marque de basket. Je trouve que c'est vachement plus intéressant que d'aller faire de la banque. Mais bon, après c'est un choix personnel. Mais après ça peut plaire. Et je comprendrais que ça plaise. Hein. Malgré tout, il y a des environnements de travail qui sont hyper confortables. Mais c'est un autre. Moi, ce que j'ai connu, c'est pas pareil. Donc si aujourd'hui, si j'avais 20 ans aujourd'hui, je devrais replonger là-dedans, avec ce que je sais, j'irais pas. Mais
Voilà, mais tu dois pas. personnel. Ouais, tu dois te faire. Je ne peux pas dire trop de mal parce que je connais encore pas mal de gens qui bossent. Notamment tous ceux qui te regardent tous les matins. Exactement, quoi. Alors ça, c'est un autre truc, c'est vrai que c'est devenu aussi, c'est assez rigolo parce qu'en fait, en écrivant et en donnant ce contenu pré-mâché, finalement, d'informations boursières, parce que ce que je fais, c'est pas rocket science. Moi, je me lève le matin très tôt, je lis tous les journaux et je synthétise, ce qui évite finalement aux gens de le faire. Et j'ai des gens qui m'ont dit, moi, de toute façon, je lis que toi, parce que le reste, de toute façon, j'ai pas réellement besoin pour ce que je fais. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et après, tu me disais Genève. Genève, ouais. Bah, je t'ai dit en arrivant, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, ça roule plus. J'ai l'impression que, autant j'ai l'impression qu'il y a des villes en Suisse qui sont en train de se développer. Ouais. Je passe pas mal de temps, entre autres, à Neuchâtel en ce moment. Et j'ai l'impression que là-bas, c'est en plein boom, et ça se développe et que ça respire. Et j'ai l'impression qu'ici, c'est un peu l'inverse, quoi. Donc, je ne peux pas dire du mal parce que je suis né, j'ai grandi ici, je suis à 100% local. Mais ouais, je trouve que c'est devenu. Ça donne pas envie de. Ça a cassé un peu le. J'ai pas l'impression qu'il y a un dynamisme flamboyant et j'ai l'impression qu'on est plus en train d'essayer de nous coincer, de nous mettre la tête. Est-ce que c'est pas justement lié avec le côté c'était fun de la finance que ça a disparu et qu'il y a un lien de cause à effet ou... Alors je pense qu'il y a des choses qui ont été mises de ce côté-là, mais je pense aussi, après, on ne va pas rentrer dans l'aspect politique parce que sinon on va pour des heures, mais je pense qu'à un moment donné, je ne sais pas, il y a une espèce de rigidité qui s'est mise en place. Finalement, on n'a plus rien le droit de faire, quoi. Ça devient, moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est la tôle, quoi. Sur certains trucs, tout est réglementé à un point. Ce matin, je suis venu en moto, je veux dire, on peut plus se garer dans la ville si on se prend une prune, de toute façon. Ouais. Je sais que ça me coûter 40 balles parce que je suis pas dans une case moto. Faut arrêter, quoi. Je veux dire, ça devient. J'ai l'impression qu'on se sclérose pour faire des trucs prioritaires pour certains politiciens, et je trouve un peu que ça ralentit le truc. Alors, c'est vrai que j'imagine que l'effet finance fait que c'est moins facile qu'avant. Les clients viennent moins spontanément en Suisse parce que finalement ça s'est un peu équilibré avec les autres pays et quelque part ça a dû ralentir une partie du business. De là à dire que c'est à cause de ça, je pense qu'il y a d'autres problématiques. Parce que si tu vas à Zurich, ils ont le même problème quelque part. T'as pas l'impression que c'est aussi... Pourtant je suis pas du tout pro-suisse allemand, bien au contraire, mais quand je vais à Zurich, j'ai l'impression que je respire. Ici à Genève, j'ai l'impression que c'est... Je sais pas, il y a un truc qui me dérange. Mais c'est peut-être parce que j'ai passé trop de temps ici. Peut-être aussi, ouais. Alors, on va parler d'un truc plus joyeux. Wall Street en feu. Oui. C'est un bouquin Covid. Oui et non. C'est-à-dire que le bouquin, il est dans ma tête depuis bien plus longtemps, bien avant qu'on invente les chauves-souris et le potage qui va avec. C'est un bouquin qui me traitait dans ma tête parce que... dans ce que j'ai vécu dans la finance, il y a un truc que j'ai appris, c'est qu'en fait, dans la finance, on est tous égaux, sauf qu'il y en a qui sont plus égaux que les autres. Et souvent, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui sont extrêmement bien informés, et donc quand tu es bien informé dans la finance, c'est plus facile de faire de l'argent que quand tu es mal informé. Le roi dans la finance, c'est l'information. Et donc, je voulais à un moment donné écrire un bouquin sur tout ce que j'avais vu, entendu, tout en sachant que si je le publiais sous un documentaire, j'allais me faire allumer par tout le monde. Mais non, c'est pas vrai. Enfin bref. Donc je me suis dit, je vais faire un roman. Donc je suis parti sur un roman. J'ai eu un échec quand j'ai commencé à l'écrire parce que après quelques semaines, je trouvais que ce que j'avais écrit c'était profondément chiant. C'était avant le Covid. Et ça pour des raisons, je me suis fait piquer le manuscrit, donc j'ai abandonné. Et donc je suis reparti sur un nouveau manuscrit durant la période Covid. Je l'ai posé en 2 mois et demi. Alors à l'origine, il s'appelait Wall Street à genoux. Ouais. Et puis, donc je me suis auto-édité. Et entre deux, j'ai les éditions Talon Édition, qui est une maison d'édition du groupe Hachette, qui m'a contacté. Et puis, je leur ai présenté le manuscrit. Pour faire simple, ils ont accepté. Et voilà, donc ça a donné ça, qui vient d'être publié le 26 avril. J'ai signé un contrat avec eux pour plusieurs romans. Je suis en train de travailler sur le 2e. Qui devrait sortir, je pense, à peu près la même chose en avril-mai 2024. Ne me demande pas le titre, je ne sais pas encore. Ça avance bien, mais je ne sais pas encore. Et voilà, donc c'était simplement une réflexion. Donc l'histoire, c'est un trader qui découvre des manipulations boursières. Comme lui, il a des capacités spécifiques parce que c'est un ancien des Marines. Il refait son enquête pour savoir ce qui se passe et ça part
en gros roman d'aventure, d'action. Faut pas s'attendre à des trucs très techniques. Et tout le monde peut le lire et le comprendre. Et c'est vraiment bourré d'action et de gentils soldats américains et de méchants financiers. Quand je vois le pitch en dernière de couve, quand James Bond rencontre le loup de Wall Street. Ouais, donc il n'y a toujours pas de coke. Mais bon, voilà, mais oui, non, en fait, c'est le roman, c'est moi. Enfin, c'est moi dans le sens où. Alors, étonnamment, le personnage principal s'appelle Tom. Ouais. Allez savoir d'où ça vient. Et donc, c'est parti un peu sur une réflexion où moi j'ai essayé de. Dedans, il y a moi. Il y a les voitures, il y a les hélicoptères, il y a là d'où je viens et puis ce que j'ai aimé dans ce métier. Et je suis très cinéma, mais moi, les cinémas, le film qui dure 4 heures, où les gens se regardent dans les yeux pendant 2 heures, je n'imprime pas. Donc, c'est un bouquin d'action qui pourrait parfaitement être transposé au cinéma. Et d'ailleurs, les plus beaux compliments que j'ai en ce moment, c'est les gens qui me disent « j'ai pas pu le poser ouais. ». Donc, pour moi, c'est réussi. Et après, on verra. Ouais. On verra, mais c'est une super aventure et c'était génial. Il y a une expression qui dit « dream big ». Ouais. Ce serait quoi le big dream pour toi avec ça? Alors, un film au cinéma avec Ryan Reynolds dedans. S'il faudrait beaucoup. Non, enfin. Ryan Reynolds? Ouais. Deadpool, là. C'est ça? Ah, ouais, ok, celui-là. c'est pareil. Pas Gosling. Ouais. Je sais jamais lequel des deux. Non, c'est Reynolds, un des deux, là. Les beaux gosses du cinéma. Ouais, non, mais le truc, c'est. Sans aller. Enfin, si on pouvait, ça devenait un film, ça serait un fantasme absolu. Mais déjà, rien que le fantasme plus réalisable, c'est de dire. Si je peux vivre de ça, ce serait déjà exceptionnel. Ouais. Et ça, ce serait déjà un rêve énorme parce que c'est pouvoir se dire, je me lève et j'écris. Alors moi, je suis un avide lecteur depuis que je suis gamin. Quoi. Je me souviens avoir lu mon premier roman à 10 ans. Ouais. Je me souviens encore du titre. Et depuis, je lis régulièrement. Donc je suis un avide lecteur. Pour moi, c'était déjà le fait de pouvoir dire, quand tu vas chez Payot et qu'il y a mon bouquin qui est dans le... C'est un truc énorme. Ouais. Voilà. Parce que premier bouquin, première tentative, était déjà édité. Combien en rêverait? Combien en rêverait? Et puis, excuse du peu, pas dans une petite maison d'édition locale qui est dans une cave à la rue du Stand, tu vois. Ouais, non, mais je suis conscient de la chance et de l'opportunité qui est présente, mais je n'ai jamais fait ça en fait. Alors, j'ai jamais fait ça parce que je voulais. En fait, il y a des trucs dans la vie où tu sais, les bucket lists, là, où tu dis, bah ouais, moi, je veux faire ça, je veux planter un arbre. Moi, je voulais écrire un bouquin. Moi, mon but, c'est d'en vendre 100. Je me dis, si j'écris un bouquin, j'en vends 100. Pour moi, après, je peux mourir. Et donc là, je peux mourir. Mais je trouve. Parce que tu avais 100 potes qui te l'ont acheté, en fait. Non, plus que 100, justement, c'est ça. Donc, soit j'ai plus que 100 potes, bref. Mais le truc, c'est effectivement le truc où je trouve génial. Voilà. Et j'ai beaucoup de recul par rapport à ça parce que j'y crois. En fait, j'y crois pas vraiment. Ou tu n'oses pas y croire. Je sais pas si j'y crois. Je me dis c'est pas possible quoi. En fait, j'arrivais pas à croire que je finisse le bouquin. J'arrivais pas à croire que je puisse m'auto-éditer. J'arrivais pas à croire que je pouvais discuter avec une maison d'édition. J'arrivais pas à croire que j'avais un correcteur qui allait m'aider à bosser. Enfin, tout ça pour moi c'est un espèce de rêve quoi. Et je vis un espèce de rêve éveillé par rapport à ce côté auteur. Ouais. J'étais dans une émission de radio il y a quelques mois et la présentatrice me disait « Bon, alors vous êtes auteur de roman ?» Je dis « Non, j'ai écrit un roman. » Elle dit « Vous êtes un auteur ?» Je dis « Non, j'ai écrit un roman. » Et le fait de dire « Je suis un auteur ou un écrivain », pour moi, j'ai trop de respect pour des gars qui sont vraiment des auteurs ou des écrivains, pour dire « Je fais partie de ce monde-là. » Alors je rentre par la petite porte, je rentre par la porte, on va dire, puis on verra ce que ça donne. Mais je m'éclate, je veux dire... C'est un rêve absolu. Si je pouvais me dire demain matin, tu te lèves, tu dois juste écrire un bouquin, mais c'est super. Au 5e bouquin, on en reparlera. Si oui, tu dirais, je serais l'auteur à ce moment-là. En fait, le truc, ce qui est assez intéressant, c'est que comme c'est pas, j'ai d'autres cordes à mon arc, et pour moi, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis, mais je continuerai à écrire. Ouais. Même si j'en vends 100, du 2, 100, du 3, 100, du 4. Ça m'est égal, j'ai tellement de plaisir à écrire et c'est tellement émotionnel. Moi, quand j'ai fini le manuscrit, j'étais en larmes, je chialais parce que j'avais fini le bouquin. Il y a une émotion de pouvoir créer ce genre de truc et dans la création, moi je fais quand même pas mal de contenu à côté. Heureusement que je pleure pas à chaque fois que je finis une chronique tous les matins, mais je veux dire, sur un bouquin, c'est hyper émotionnel et donc c'est génial. Après,
je sais pas, peut-être que le premier il va se vendre moyen, peut-être que le deuxième ce sera un carton, j'en sais rien, mais je me laisse porter, mais je suis pas du tout dans le. Pour l'instant, je suis pas du tout dans le. Je suis un écrivain, blablabla. Autour de moi, on me dit non, mais maintenant il faut y aller. Très humblement, je suis à chaque fois touché quand quelqu'un me dit mais arrête, c'est génial. Ouais, je l'ai lu, hein, la première version, et puis j'ai hâte de me replonger en voyant, en découvrant la relecture. Bon, c'est un truc qui était super intéressant parce que c'est là que tu te rends compte que c'est un premier bouquin et donc tu fais une quantité de conneries dans le premier bouquin qui est juste hallucinante. Et quand tu travailles avec un vrai professionnel, même si c'est pas facile tous les jours d'avoir quelqu'un qui vient te dire c'est pas comme ça qu'il fallait écrire, c'est pas comme ça qu'il fallait tourner ta phrase, c'est pénible, mais tu apprends beaucoup et de remettre les choses en perspective, d'étoffer plus certaines choses, c'est des trucs typiquement. Bon, après, il y a certainement plusieurs écoles, mais par exemple, quand j'ai écrit mes personnages, moi, j'ai donné très peu de descriptifs. Pourquoi ? Parce que je voulais que les gens s'imaginent le personnage qu'ils voulaient. Et je voulais surtout pas que le jour où ça allait au cinéma, on devait cataloguer le personnage principal. Je prends un exemple. Jack Reacher, le héros de bouquin, ils ont fait Tom Cruise dedans. Et moi, donc ils sont passés de gars de 2 mètres à Tom Cruise. Non, c'est l'inverse, justement. Oui, enfin, dans le bouquin, il fait 2 mètres. Il fait 2 mètres, puis... Tom Cruise. Et moi, j'avais lu les Jack Reacher, et quand j'ai dit Tom Cruise, il va jouer Jack Reacher, mais ça joue pas. Alors que maintenant, ils ont fait la série sur Amazon Prime, et Alan, je sais plus comment, qui joue dedans. Alors lui, par contre, il a les proportions qui vont avec. Il était pas si mal que ça, Tom Cruise, finalement, dans ce rôle. Oui, si t'as pas lu les bouquins. Oui, si t'as pas lu les bouquins. Parce que tu lis le bouquin, la caractéristique de Jack Reacher, c'est qu'il fait 2 mètres et 130 kilos, quoi. Donc, voilà, pas Tom Cruise. Et moi, je voulais pas que les gens s'imaginent trop les personnages. Donc, j'ai été très succinct sur les descriptifs. Et en fait, mon éditeur et mon correcteur me disaient « Mais Thomas, tu dois donner plus de corps au personnage pour que les gens s'imaginent. » Et voilà, donc c'est des trucs que j'ai un peu retravaillé dans le premier, qui sera beaucoup plus prononcé dans le deuxième. Mais voilà, c'est un métier. C'est un métier et tu apprends, et moi j'apprends sur le tard, mais voilà, c'est passionnant. Tu dis, tu as du mal encore à te projeter, à te dire auteur. Quand tu as commencé les vidéos, tu arrivais à te dire que tu étais youtubeur? Parce que c'est ce que tu es aujourd'hui, grosso modo. Parce que tu as combien quelle est ton audience? Aujourd'hui, sur la chaîne Suisse Côte en français, comme elle s'appelle, on a 31 000 followers à peu près, en moins de 3 ans. Et des vrais followers? Et des vrais followers. On n'a pas été achetés en Indonésie, c'est des vrais. Et aujourd'hui, la chaîne tourne entre. Les vidéos sont vues entre 6 000 et 20 000 vues par jour. Alors, et encore, c'est des vidéos qui sont très courtes dans le temps, parce que c'est des rapports daily, des rapports journaliers. Donc le matin, parce que la vidéo du lundi matin, elle ne veut plus rien dire le mardi matin. Donc c'est vraiment de l'instantané. Donc c'est relativement bien de ce côté-là. Et youtubeur. Dans ma tête, le youtubeur, c'est tellement un gamin que j'ai toujours un peu de peine par rapport à ça. Mais ce qui me sauve, c'est que j'ai des enfants qui pensent que j'ai l'âge mental d'un gamin de 18 ans. Donc, oui, je suis un youtubeur. Ça marche. Dans tout ce parcours-là, tout ça, cette richesse et compagnie, est-ce que tu aurais un regret? Quelque chose que tu n'as pas encore fait Non, en fait, non. Non, je crois que... Tu as coché toutes les cases de la bucket list? Non, en fait, j'avais pas de bucket list, mais tu vois, moi, enfant, je voulais être pilote. J'ai été pilote, j'ai fait ma licence de pilote d'hélicoptère, j'ai volé, j'ai pas pu en faire mon métier, c'est peut-être mon seul regret, mais j'ai volé. C'est pas que j'ai pas vécu ça. J'aurais voulu en faire plus. Attention, voler, on parle plus de finance là. C'était avant, effectivement. Mais non, j'aurais voulu en faire mon métier. Mais par contre, j'ai volé, j'ai testé la sensation de voler et c'était génial. Le reste, j'ai la chance de me dire que quand je fais le bilan aujourd'hui à 52 ans, je me dis... Bon anniversaire, c'était la semaine passée. C'était la semaine dernière, donc à 52 ans, je me dis quand même, j'ai fait pas mal de trucs. J'ai fait pas mal de trucs exceptionnels. Parce que l'un dans l'autre, j'ai quand même... Moi, quand je fais, c'est énorme. Voilà. Donc, comme je te disais avant de commencer cette interview, moi j'ai l'impression que le jour où on me dit écoute, soit tu as suffisamment d'argent, soit tu as suffisamment de boulot, tu n'as plus besoin d'aller faire autre chose, j'ai peur de m'emmerder. Parce que l'excitation de commencer un nouveau chapitre, c'est aussi bien que ça au sens propre qu'au sens figuré.
c'est hyper excitant. Là, on vient de créer une nouvelle société à Neuchâtel pour cette nouvelle chaîne vidéo. On a créé la société qui s'appelle Champagne Capital. Et rien que de trouver le nom, ça nous a éclaté de créer cette société-là et de développer ce qui vient derrière, ça m'excite. Je trouve génial. Et même si ça prend beaucoup de temps, parce qu'avec les multiples activités, les journées de 24 heures, c'est un poil court. Je signerais volontiers pour un truc à 35 ou 36 heures par jour. Mais c'est passionnant. Donc je me dis, qu'est-ce que j'aurais voulu faire d'autre? Peut-être le seul regret, c'est de ne pas avoir quitté la banque plus tôt. Okay, pour pouvoir faire d'autres trucs avant. Mais bon, voilà, c'est vraiment des trucs, voilà, c'est difficile de dire le contraire. Okay. Mais non, je veux dire, j'avais des rêves de moto, de voiture, c'est fait. J'avais des rêves d'hélicoptère, c'est fait. Je voulais écrire un bouquin, c'est fait. Voilà, réaliser le film, hein. Ce sera la prochaine étape. Alors si on devait aller plus loin, réaliser non. Ouais, c'est chose que ça. Mais juste pour l'aventure, si ça devait se produire un jour, participer à ça, réécrire le scénario, alors ça, oui, l'éclat total. Et juste être là, dans une chaise au bord du set avec ton nom dans ah, c'est bon, là, c'est fini. Là, c'est bon, j'ai fait le tour. Mais non, regret, non, franchement, des fois, je suis jeune voix, donc je suis un râleur, invétéré. Et il y a des fois où je me dis, je râle et je me dis, mais quoi, ta gueule, quoi. Je veux dire, c'est bon. Oui, ça pourrait toujours être mieux, mais enfin bref, non, cool. Okay. Le youtubeur qui se lance, ou la gamine qui nous regarde là, t'as quoi comme conseil à lui donner? Moi, je suis pas Squeezie, hein, donc faut aussi remettre l'église au milieu du village. Je pense que moi, je sais pas si j'ai une compétence spécifique. Le fait est, c'est que je connais mon sujet. Donc, il faut savoir que le matin, les vidéos que je tourne, il n'y a pas de script, c'est tout de l'impro. Hein. Donc, c'est tout dans la tête et ça sort au fur et à mesure. Je mets 16 minutes pour tourner les vidéos et à la fin, j'en produis 12. Donc, il n'y a pas non plus beaucoup de déchets. Donc, c'est beaucoup de choses qui sont suivies. Donc, je pense que la première chose, c'est de connaître le sujet. Je pense que pour certains types de vidéos, c'est d'éviter le plus possible le prompteur et d'être capable de balancer tout et n'importe quoi, sachant qu'on peut couper. D'être capable aussi de se dire vas-y balance, de toute façon tu peux couper au montage, donc c'est facile. Mais il faut connaître le sujet, il faut avoir envie. Il faut avoir cette envie et cette capacité de commencer toutes les vidéos en donnant l'impression que tu as envie d'être là. En fait, on m'a fait la remarque, pas sur une vidéo, mais on m'a fait la remarque sur un podcast que j'avais fait sur une chronique. Et bon, c'est une personne qui me connaît très bien, mais elle me dit, mais ce matin, t'as lu ton podcast, on avait l'impression que ça te faisait chier. Et c'est vrai, ça me faisait chier ce jour-là. Et il me dit, tu peux pas. En fait, du moment où tu es dans ce mood-là, tu peux pas. Tu es obligé d'arriver, bonjour, même si tu as envie de te tirer une balle parce que tu n'en peux plus. Mais je veux dire, tu dois être à fond. Et je pense qu'il y a l'envie de raconter, l'envie de parler du sujet, être le plus court possible et le plus succinct possible. Puis après, voilà, il faut se lancer. Il faut se lancer, puis il faut surtout, je pense, persévérer. Quand on a commencé les vidéos avec Swissquote, le deal c'était, nous chez Swissquote, on voudrait avoir 5000 followers et environ 1000 vues par vidéo. La personne qui faisait ça sur l'Allemagne, il avait déjà régulièrement 1800 vues. On me disait, regarde, lui, il fait 1800 vues. 2 semaines après, j'étais à 4000 vues. Mais parce que aussi, les gens me connaissaient de la chronique écrite. Voilà. Mais voilà, donc je pense qu'il faut juste s'accrocher. Parce qu'effectivement, c'est pas tout de suite que boum, ça vient comme ça. Mais après, je trouve passionnant parce que de nouveau, il faut être passionné, voilà, quoi, surtout. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, quand j'ai commencé à faire des vidéos, je ne savais pas ce que c'était la lumière, je ne savais pas ce que c'était un appareil photo. Enfin, si, mais je veux dire, je ne savais pas utiliser un appareil photo. Je me souviens, on avait discuté, tu me disais, qu'est-ce qu'il faut que j'achète? C'est ça. Quel micro, Et finalement, j'ai bossé qu'avec des tutos YouTube où j'ai appris comment mettre une lumière, comment machin, que j'ai fait mon setup, j'ai appris, et puis voilà. Et puis aujourd'hui, je vois la rapidité avec laquelle j'arrive à délivrer, c'est cool. Et aujourd'hui,
hyper facile quand même quand tu vois les instruments qu'on a à disposition. Moi, j'ai basculé d'Adobe Premiere à Final Cut Pro. D'ailleurs, je peux que recommander aux gens qui veulent faire du YouTube de rester sur Final Cut Pro parce que Adobe, c'est génial, mais c'est trop pour des amateurs, entre guillemets. Et voilà, mais après, moi, je crois que passion, envie… plaisir. Plaisir aussi. Ouais. Plaisir, fun, délire, voilà, c'est un nuage de choses où il faut y aller. Maintenant, c'est vrai qu'il… Je pense aussi un truc, il faut essayer de ne pas faire ce que font les autres. Enfin, en tout cas, pas se dire « Ah ouais, lui, il fait ça, je vais faire pareil ». Non, ça sert à rien, il faut être soi-même. Et moi, j'ai une chance, comme pour l'écriture, c'est que ça coule tout seul. Quand je suis devant une caméra, ça me fait rien. Donc je peux regarder la caméra, je me sens pas mal à l'aise, j'ai pas de doute, j'essaie pas de prendre la peau, je me comporte comme je suis normalement. Mais ça c'est étonnant parce que quand j'ai commencé à faire de la télé, quand j'étais invité sur des plateaux de télé, tu te retrouves avec des gens qui sont totalement tétanisés, rien que le fait de regarder à la caméra. Et je me souviens d'un plateau à la RTS avec TTC, où il y a un gars qui venait présenter son bouquin. Le gars, il coulait de transpiration, tellement il avait peur. Et puis quand le présentateur, Patrick Fischer, lui dit oui, t'inquiète pas, de toute façon, il y a juste 300 000 personnes qui nous regardent de l'autre côté de la caméra. Oh, ça s'évanouir. Moi, ça me fait rien. Ça me fait rien du tout. Ça me pose pas un problème, quoi. Donc il y a ça. Après, il faut avoir un minimum de décontraction. Je regardais l'autre jour une youtubeuse qui fait, pas une youtubeuse, je ne veux pas citer de nom, mais qui a un contenu qui est tout à fait correct, mais qui, à mon sens, tu vois qu'elle lit un prompteur et elle est trop rigide. Elle joue même pas son jeu. Tu as l'impression qu'elle est là et puis qu'elle n'ose pas bouger parce que comme ça va faire vibrer la caméra. De nouveau, aujourd'hui, tu peux monter, tu peux changer. Il faut essayer et il faut avoir l'impression d'être vivant. Enfin, moi, dans tout ce que je fais, je ne pourrais pas dire, je ne peux pas rester calme. Je fais aussi pas mal de conférences. Ah oui, ça c'est un nouveau boulot aussi, ça j'ai oublié de te dire. Speaker. Speaker, ouais. Là, j'ai intégré une écurie de speakers où ils organisent des conférences. Donc moi, j'y vais, je ne m'occupe plus de rien. On me dit, bah, va là-bas pour faire une conférence. Mais de nouveau, moi, ma conférence, quand je fais une conférence sur la finance, le but, c'est que les gens se marrent. Et le but, c'est que les gens ne s'endorment pas. Moi, si j'en ai un qui s'effondre au 12e rang après 12 minutes, j'ai plus envie de continuer. Donc, je veux garder cette dynamique. Et c'est clair que si tu viens, tu es monocorde, tu regardes ton prompteur et tu bouges plus, tu vas perdre ton audience. Donc, je pense qu'il faut donner ça aussi au public. Ok. Si tu avais un mot de la fin de cette interview. Acheter ton livre. Non, c'est pas mon style. Non, mais en fait, c'est marrant parce qu'en discutant, je me pose jamais la question de savoir si j'ai des regrets. Mais en fait, il faut juste faire les choses avec envie, essayer de créer si on a des compétences en création, s'éclater dans ce qu'on fait. Et franchement, bah voilà, moi, j'ai aucun regret et c'est que du bonheur pour l'instant. J'ai envie de dire que c'est assez sympa quand tu regardes aujourd'hui le passé ou même devant et tu dis bon bah si je me contente de continuer à faire ce que je fais, c'est cool parce que tout ce que je fais m'éclate et je trouve génial de pouvoir me lever le matin et me dire je suis content de me lever. Autant vous dire que des fois c'est super dur, mais je suis content de le faire, je suis content d'y retourner. Et comme je le disais avant, moi si demain tu me dis tu as assez d'argent, tu as assez de travail, qu'est-ce que tu voudrais arrêter? Je ne sais pas quoi te répondre. et c'est ça qui est plutôt positif. Cool. Alors, show must go on. Oui, ça c'est clair. Il y a encore un truc que j'ai en plein un fantasme, mais bon ça on verra peut-être pour plus tard. Ok, prochaine interview. Ouais, merci Thomas. Merci à toi. Ciao, ciao.